Alors, on va parler de Walter Clover en date d'aujourd'hui. Elle a publié ses résultats financiers après la lecture des conférences call et enfin, pas la lecture et l'écoute des conférences call. Qu'est-ce qu'on peut dire ici par rapport à cette compagnie? Vous vous rappelez qu'on a parlé de cette entreprise il y a quelques mois, si ma mémoire est bonne ici. Walter Clover, la dernière vidéo date de quand? Walter, la dernière vidéo date à peu près du 21 du mois de août de 2025. À cette période-là, on était à combien à peu près? Walter Clover, Walter, donc ça donne ça ici. Donc, on était à peu près à quel prix? 21 du mois de août 2025. Mois de août 2025. On avait encore quoi? Un prix aux alentours de combien? Septembre, octobre. Ah, on était encore à des niveaux exceptionnellement hauts par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui. OK. Ça, c'était Walter à cette période-là. OK? Et bon, le narratif est simple. L'IA va nous tuer, machin, machin, blablabla, blablabla. Vous connaissez la chanson. On a fait plusieurs capsules concernant le fait qu'on n'y croit pas du tout, pas parce que l'IA n'est pas une menace, attention, mais tout simplement parce que ça ne se passera pas exactement comme le scénario pessimiste que tout le monde semble adopter. OK? Donc, on va parler aujourd'hui de Walter Clover. Mais avant d'y aller, première chose que vous allez faire, si vous regardez cette capsule, allez-y directement en description ici et rejoignez le club Top Invest. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, d'accord? On en parlera tantôt tout à l'heure. Nous avons un live dans 48 heures, comme le nom l'indique ici, 48 heures à l'heure où je tourne cette vidéo aussi, où vous pourrez poser vos questions de manière générale. Et c'est également un live pour Tourved où je montre également tout ce qui se passe derrière, voilà, tout ce que vous connaissez ici sur YouTube, les différents services, etc. Bref, je vais parler de Walter Clover et on va revenir sur ces différents éléments-ci. Et pour parler de Walter Clover ici, on va utiliser plusieurs éléments, notamment ici, on va premièrement parler de la note d'analyse, ok? Ensuite, on va regarder à peu près, je vais vous présenter un prompt en particulier qui répond à des questions bien spécifiques. Et c'est un prompt parmi tant d'autres. Et je rappelle ici que vous avez 300 € de réduction pour accéder à la bibliothèque de prompts. Si les places sont encore disponibles, les 30 premiers inscrits, j'ai bien marqué cela ici. OK? Tout simplement pour pouvoir gagner du temps. C'est une trentaine de prompts ici qui vous permettent de bâtir une thèse d'investissement solide. Bref, je reviendrai dessus en fin de vidéo. Maintenant, on y va assez rapidement. Alors, les éléments positifs, si vous le savez, quand on présente une entreprise ici, je préfère mettre éléments positifs, éléments à risque ici, ainsi que les éléments qu'on va avoir tendance à suivre. Je me réserve pleinement le droit de me tromper. Donc, l'introduction de capacités d'IA générative permet une révision des structures tarifaires passant d'abonnements classiques à des modèles de facturation à l'usage ou basés sur les résultats. L'adoption des solutions spécifiques dont le prix de vente peut atteindre le double du contenu seul contribue directement à la croissance du revenu par utilisateur. Cette dynamique soutient l'objectif de croissance organique dans un environnement où la valeur ajoutée technologique devient le principal levier de tarification. Ça veut tout simplement dire ici que le fait qu'on passe d'une tarification par siège vers une tarification à l'utilisation ou bien à la performance permet généralement de générer plus de revenus. OK? Mais alors, qui dit plus d'utilisation dit également plus de coûts. Parce que l'IA générative en question, vous pensez qu'on prend ça où? Ce sont des partenariats avec avec OpenAI, Anthropic ou bien Gemini. On va prendre des modèles de langage ici natifs et on va essayer on va les entraîner sur nos données propriétaires à nous, de telle sorte que quand quelqu'un pose une question, l'IA en question va s'appeler par exemple XYZ, pourtant c'est basé sur les modèles de OpenAI, etc. Donc, le risque ici, et je pense que c'est l'un des plus gros risques de manière générale, oui, c'est un point positif, mais également, vous allez le voir, c'est un point négatif. Je pense même que c'est la raison pour laquelle le marché a tendance à être un tout petit peu frileux sur les compagnies de logiciels. Il se dit, oui, mais s'il y a moins de sièges, donc parce qu'il y a moins d'employés, parce que vous avez vu les prévisions de Citrini, encore que ils ont été volontairement pessimistes, il dit ceci, s'il y a moins d'employés, il y a moins de, on va pas avoir besoin de payer pour plus de sièges. On va payer pour moins de sièges. Or, le problème, c'est que moins de sièges, c'est moins de revenus pour les SaaS, vu que la tarification ici est par siège. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter dans ce nouveau monde-là? On fait une tarification par utilisation. Donc, si vous avez tendance à développer des agents IA, tant qu'ils travaillent, tant qu'ils consomment des tokens,
Nous, on se rémunère parce qu'ils se basent sur... Enfin, ils vont avoir tendance à travailler sur nos bases de données. Bref, c'est un élément positif comme un élément négatif. Je pense même que c'est l'élément qu'il va falloir tendance, il va avoir tendance, il faut avoir, enfin, il faudra surveiller sur toutes les compagnies de logiciels. OK? Et comme je l'ai dit tantôt, moi, dans le domaine logiciel, je suis optimiste. D'accord? J'ai mon avis dessus et j'ai proposé une capsule dernièrement par rapport à ça. OK? Et quand on dit optimiste, ça ne veut pas dire que le prix ne va pas baisser ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Le prix pourrait être 2 fois moins élevé que ça. Mais mon problème, c'est que fondamentalement parlant, il y a des compagnies logicielles qui sont bien positionnées pour réussir. Et je pense que celle-ci également en fait partie. Deuxième point positif, la migration des clients vers des solutions SaaS et le désinvestissement d'unités à faible marge comme l'unité FFR favorise une expansion de la marge opérationnelle. Le levier opérationnel est particulièrement marqué dans le segment de la fiscalité et de la comptabilité où l'efficacité interne est renforcée par l'automatisation. Cette trajectoire permet de maintenir une rentabilité élevée tout en absorbant l'augmentation des dépenses opérationnelles liées à l'innovation. En fait, l'IA peut être un danger, mais également peut être bénéfique pour les compagnies. D'accord? Parce qu'on va avoir tendance à optimiser, plus automatiser certaines dépenses, enfin, certains processus en interne. Ça permet de gagner ici en productivité. Troisième point ici, positif toujours, la performance des collectes de fin d'année a permis d'atteindre un flux de trésorerie de 1,350 milliard d'euros en 2025. Donc, cette capacité d'autofinancement soutient une politique de distribution régulière, incluant une proposition d'augmentation de dividendes de 8% et un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros pour 2026. Donc, la gestion du bilan avec un ratio dette nette sur EBITDA de 2 préserve la flexibilité financière du groupe. On aime ça. Donc, maintenant, au niveau des risques, vous avez, premièrement, une partie des revenus, notamment dans la division FCC, qui est Financial and Corporate Compliance, dépend directement de l'activité des fusions-acquisitions et du volume des prêts bancaires aux États-Unis. Donc, la persistance d'un environnement économique atone dans ces secteurs limite la progression des revenus transactionnels. Cette dépendance rend une fraction du chiffre d'affaires vulnérable au cycle de marché hors du contrôle direct de l'entreprise. Ça, c'est un élément à risque, mais également, c'est mon avis, je sais qu'il y a énormément de dettes qui vont être refinancées sur les mois à venir, dont des compagnies comme des compagnies de notation vont faire beaucoup d'argent. Les entreprises, les banques d'investissement vont également faire beaucoup d'argent. Dans tous les cas de figure, je le dis pourquoi? Parce que quand je faisais la note d'analyse sectorielle qui est uniquement disponible aux abonnés Top Premium Infinity, pour ceux qui veulent nous rejoindre, le lien est en description de la vidéo. Réservez un appel et on en parle. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble dans tous les cas de figure. Tout est en description de la vidéo. Nous, on fait des analyses sectorielles. Parce que je sais une chose, chaque secteur d'activité fonctionne d'une certaine manière. C'est pour ça que je peux avoir un avis différent dépendamment des secteurs d'activité. Et il y a une tendance positive dans le secteur ici, dans tout ce qui concerne ici le refinancement de la dette, ce qui veut dire qu'on aura besoin des services proposés par Wolters Kluwer, Relix, Thomson Reuters. OK? Donc, ça pourrait être également un élément à surveiller. Oui, c'est un risque spécifique pour le moment, mais en réalité, je l'ai mis en risque spécifique parce que ça impacte présentement la compagnie. Et quand on parle de fusion-acquisition, dans le secteur ici dans le secteur ici des softwares, il y aura beaucoup de fusion-acquisition. Quand un secteur d'activité est menacé, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai déjà démontré une fois avec le secteur des médias, où je vous disais depuis très longtemps que la consolidation allait avoir lieu. Et je pense qu'on est à peu près à ce niveau. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on reparle ici du deal Netflix-Paramount, parce qu'il y a de nouvelles... Warner Bros. Discovery, parce qu'il y a de nouvelles informations ici qui sont ressorties, notamment. Bref, on va revenir dessus. Donc, ceci est un risque, mais c'est un risque à court terme. Parce qu'en réalité, à long terme, je dirais même que ça sera plutôt bénéfique pour cette compagnie. Bref, deuxième élément, l'activité de service juridique et de conformité est exposée aux décisions administratives et judiciaires.
comme l'illustre la suspension de l'application du Corporate Transparency Act aux États-Unis. De tels changements réglementaires peuvent freiner brusquement la demande pour certaines solutions spécialisées. Donc la volatilité du calendrier législatif constitue un facteur d'incertitude pour la planification des revenus à court terme. Troisième élément ici, vous avez bien que l'investissement en recherche et développement augmente pour atteindre 12 à 13% ici du chiffre d'affaires, la vitesse de déploiement des nouvelles solutions d'IA dépend de la capacité d'absorption des clients. Parce que les processus de gouvernance et de sécurité rigoureux chez les professionnels peuvent allonger le cycle de vente et retarder la réalisation des bénéfices attendus des nouveaux produits. Donc la concurrence technologique impose une exécution rapide pour maintenir l'avance, au niveau ici compétitivement parlant. OK? Donc, ça, c'est pour les éléments à risque. Au niveau des signaux à surveiller, qu'est-ce qu'on va regarder sur les prochains trimestres? Parce que oui, on ne s'assoit pas juste pour écouter un conference call. On sort de là avec des éléments qui nous permettent ici de soutenir le scénario d'investissement de départ au cas où il y en a. Donc, on parle d'éléments positifs, d'éléments négatifs, ainsi que des éléments qu'on va avoir tendance à surveiller. Qu'est-ce qu'on va surveiller? Selon moi, le passage historique des investissements en développement de produits vers une fourchette de 12 à 13% du chiffre d'affaires est un indicateur du coût nécessaire au maintien de la compétitivité technologique. Donc, le suivi de ce ratio par rapport à la croissance organique des revenus permettra d'évaluer l'efficacité de l'innovation et de son impact sur la rentabilité nette à terme. Donc, en réalité, on va augmenter la recherche et le développement. Mais il faut bien qu'on trouve quelque chose. OK? Il faut bien qu'on trouve quelque chose. Donc, ça pourrait avoir un impact négatif à court terme sur les marges. Mais si on ne trouve rien, l'impact à court terme va se transformer en impact à long terme. Donc, il faut faire attention. Oui, augmenter la recherche et le développement, c'est compréhensible du point de vue business, mais ça rapporte quoi? Dans les mois à venir, je veux voir à peu près, quand on parle d'IA, parce que l'IA est tournée à toutes les sauces, tout le monde économise avec l'IA, tout le monde va intégrer l'IA dans ses solutions. Mais pour le moment, ça reste paroles et paroles et paroles. Et vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Donc, ça reste une histoire. Donc, comme je le disais tantôt dans le groupe School ici, j'ai posé une question hier. Je revenais ici, je vais prendre ça comme ça, on va le mettre ici en new. La question était simple. Les technologies révolutionnaires transforment effectivement la civilisation, mais elles enrichissent rarement ceux qui achètent au sommet de l'euphorie narrative. Le progrès est une certitude, on est d'accord. Le profit, lui, demande de la discipline face aux contes de fées. Et je leur demandais tantôt, quelle part de votre portefeuille est investie dans une belle histoire plutôt que dans des chiffres concrets? Et vous allez voir ici, c'est que c'est bien de parler de l'IA. Oui, l'IA va nous tuer, etc. Mais ça ne sera pas forcément ça. Ça ne va pas. Il y a des gens aujourd'hui, si OpenAI s'en va en bourse, ils vont avoir tendance à acheter des actions parce qu'ils se disent que non, c'est le next big thing, ils vont tuer les logiciels, etc. Ça ne sera pas forcément ce narratif-là à la fin de la journée. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que ceux qui arrivent à tenir en période difficile, c'est ceux qui comprennent dans quoi est-ce qu'ils ont investi. Donc, ça vous force ici à comprendre le business model en lui-même en profondeur. OK? Et quand je dis profondeur, il ne faut pas que ça vous fasse peur parce qu'aujourd'hui, vous avez des outils d'IA qui vous permettent de gagner du temps. D'accord? Ici, par exemple, les différents prompts que je propose à ce niveau-ci vous permettent de gagner énormément de temps dans votre processus ici d'analyse. Et vous allez le voir parce que je vais partager une vingtaine de modules ici pour vous montrer à quoi est-ce que ça sert. Donc, on a pris un exemple ici, notamment l'exemple, c'est Costco, et on va avoir tendance à appliquer certains prompts ici sur Costco. Attention, c'est un exemple, d'accord? Je ne vais pas vous dévoiler les prompts de manière générale ici. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Même si vous ne les avez pas, ceux qui vont prendre les prompts ici vont avoir tendance à les utiliser de manière générale. Donc, ces prompts-là, ce n'est pas juste pour prendre des réponses et ne rien faire du tout. Non. C'est pour approfondir sur un sujet en particulier. Et si dès le moment où vous savez pourquoi est-ce que vous devez lancer ce prompt-ci, le travail ici d'analyse devient de plus en plus facile. OK? Donc, ce n'est pas juste une bibliothèque qui est statique, elle est évolutive. Et mon but est simple, vous montrer comment est-ce que vous pouvez mieux utiliser ces prompts de manière générale. Donc, tout est à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit ici, le deal, c'est pour les 30 premières personnes. Et si vous avez des questions, vendredi, on va y répondre. OK? Donc, de toutes les façons, vendredi, je vais y répondre avant la dernière journée, avant l'augmentation des prix, parce que je sais que dans tous les cas de figure, ça sera terminé d'ici vendredi. OK? So, pour revenir ici,
au second élément ici, l'évolution des revenus non récurrents dans les pôles financiers et juridiques servira de baromètre pour mesurer la reprise de l'activité économique sous-jacente. Ce signal est important pour déterminer si le groupe peut dépasser ses objectifs de croissance organique minimale en cas de normalisation des marchés de capitaux et de volume de prêts. Au niveau ici de l'analyse quantitative, qu'est-ce que ça nous donne? Avant d'y arriver, quand on lance ce prompt-ci, qui est par lui ici, comment il s'appelle? C'est le moteur de croissance, d'accord? Et la mécanique des marges et exposition au cycle. Ça veut dire concrètement quoi? Ici, on regarde ici les principaux moteurs de croissance de Wolters Kluwer. Premier élément, c'est la transition vers le SaaS, d'accord, qui représente désormais la majeure partie du chiffre d'affaires. Qui parle de SaaS ici, parle ici de réduction des coûts opérationnels. OK? Ensuite, vous avez la rétention et l'upsell comme moteur principal de croissance. Et vous avez ici la capacité à croître de 5 à 6% hors effet de change et périmètre. Donc, quels sont les principaux leviers de marge? Le scale du cloud. Une fois une plateforme développée, le coût marginal d'un nouvel utilisateur est quasi nul. Ensuite, vous avez ici la réduction structurelle des coûts de papier, impression et logiciel. Parce que dites-vous avant que cette compagnie, avant d'être un SaaS, vendait de la documentation. OK? Et quand on parle ici de l'exposition au cycle, c'est plutôt faible. Donc, c'est plutôt une entreprise ici. La majorité des revenus est non discrétionnaire. Donc, un comptable ou un médecin ne peut pas se passer de ces outils de conformité ou d'aide à la décision, même en cas de récession. Et les éléments à suivre ici, c'est la croissance ici des expert solutions, le taux de rétention, la part du chiffre d'affaires ici du cloud. Donc, la part par rapport, si on est de plus en plus SaaS ou de moins en moins. D'accord? Voir comment est-ce que le SaaS évolue par rapport au potentiel ici du chiffre d'affaires global. En tout cas, c'est un prompt parmi tant d'autres ici qui répond à des questions bien spécifiques. Tout ceci concourt à une seule chose, étayer la thèse d'investissement. Parce que le problème, c'est que vous ne savez pas par où est-ce que vous allez commencer. Chaque secteur d'activité a son jargon. D'accord? Chaque secteur d'activité a sa logique. OK? Donc, vous allez le découvrir de vous-même. De toute façon, moi, je dis toujours une chose ici, c'est que la plupart des gens qui nous rejoignent généralement sont déjà des investisseurs expérimentés. Donc, ils ont déjà eu tendance ici à vérifier tous ces éléments-là. Bref, pour gagner du temps, vous avez accès à la bibliothèque de Prompt et vous avez le tarif réduit en date d'aujourd'hui. Maintenant, je vais avoir, au courant ici des semaines à venir, je vais avoir tendance à utiliser différents prompts sur différentes entreprises. OK? Mais en réalité, ce que vous devez faire, c'est utiliser la trentaine de prompts en question sur les mêmes entreprises. Parce que quand je dis la trentaine de prompts, management, la qualité du business, comment on dit ça? La compréhension sectorielle ici, on a des prompts pour tout. OK? Ceux qui ont déjà eu tendance à les utiliser savent. Et également, pour parler d'utilisation, à ce niveau, dans la checklist, vous allez retrouver des prompts que je donne gratuitement. Ici, vous avez la checklist. Ouais, désolé, je ne suis pas original dans les noms. Mais également, vous avez ce prompt-ci pour vous permettre de pouvoir sélectionner les meilleurs ETF possibles. C'est quoi un bon ETF? Je vous laisse aller voir ça ici. Donc, maintenant, la partie la moins importante, celle qui vous donne des sueurs froides généralement, c'est la partie quantitative. Mais ce n'est pas cette partie qui va vous aider à tenir. Ce n'est pas en regardant les chiffres que vous allez savoir qu'il y a de fortes chances que cette compagnie maintienne son chiffre, atteigne les objectifs qu'elle s'est fixés sur les mois à venir. Non. Ce type d'entreprise, c'est en regardant sous le capot. Et sous le capot, c'est lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, d'accord? Se renseigner sur le secteur d'activité. Donc, si je fais le tour de l'horizon des chiffres ici, moi, la première chose que je regarde, c'est la croissance des revenus. Pourquoi est-ce qu'on a une croissance des revenus? C'est la question qui me vient en tête. Ici, est-ce qu'on a une croissance des revenus? Oui, mais pourquoi? La marge brute augmente. OK? Vous avez une marge brute qui augmente. C'est le premier niveau de pricing power. Ensuite, vous allez regarder quoi? La marge EBITDA. Marge EBITDA également doit aller dans le même sens. Qu'est-ce qu'on a? 32%. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Dette nette sur EBITDA. Ce n'est pas encore ajusté. Faites attention, ça date encore des informations du mois de juillet, parce qu'elle a publié ses résultats financiers aujourd'hui, mais ça ne veut pas forcément dire que ce logiciel est déjà mis à jour. D'accord? Donc, la dette nette sur EBITDA est aux alentours de 2 fois l'EBITDA, je l'ai vérifié ici, donc c'est correct. Nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il a plutôt tendance à diminuer. Ils rachètent massivement leurs actions. J'aime ça. C'est très important. Si on regarde ici, la base d'actions installée, qu'est-ce qu'on regarde ici? Drawdown from peak. Par exemple, si je prends les 10 dernières années,
On a racheté 21% ici la base installée. Sur les 5 dernières années, 12%. 3 dernières années, presque 8% par là. Et sur les 12 derniers mois, c'est moins 1%. Donc, ils rachètent massivement leurs actions. C'est intéressant. Ça permet ici de quoi? Ça permet de faire quoi? D'augmenter ici le bénéfice net par action. Il a tendance à accélérer plus rapidement. Maintenant, combien de fois les bénéfices du marché a eu tendance à payer pour cette compagnie avant qu'on nous mentionne que l'IA va nous tuer? Ici, en médiane, on avait à peu près une vingtaine de fois. Oui, je sais, c'est 17, mais moi je mets 20. OK? Et je vais garder ce 20 fois-là, parce que ça pourrait même aller à 25. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? On fait simple, 1, 2, 0, boum. C'est un business qui peut être prévisible. Idéalement, j'aimerais l'acheter en dessous, aux alentours ici, des 85 dollars. Donc, on est en dessous des 85 euros, excusez-moi. Donc, si on prend en considération les attentes des analystes, attention, ces attentes-là peuvent changer avec le temps. La première chose qu'on va demander à cette compagnie, c'est de revenir au moins à ce qu'on a connu par le passé. D'accord? Donc, revenir à ce qu'on a connu par le passé, c'est ceci. Aux alentours des 105 euros. Donc, 105 euros moins la dette nette. Moins la dette nette ici, on a combien? Moins la dette nette, 105. Bon, la dette nette, c'est une compagnie européenne, hein, donc c'est moins 2, donc moins 13 ici, 105. 1,05. Voilà. 1,05 moins 13. Ça donne combien? 92. Premier élément ici. OK? Donc, si je veux qu'elle revienne à peu près à 20 fois les bénéfices de 2015, de 2025 ici, ça donne ce prix-là. Mais si on extrapole un tout petit peu, parce que ça pourrait arriver, il y a de fortes chances que ce soit le cas, on pourrait monter à 140. Et si on monte à 140, moins 13, donc 140, moins 13, ça donne combien? 127. Tirez vous-même les conclusions. Maintenant, ça signifie qu'on me demande de payer en date d'aujourd'hui 63, je ne sais pas combien, le prix a peut-être changé en date d'aujourd'hui, 63 euros, un business qui pourrait me rapporter 7% par an. Disons même un business qui pourrait être capable de rapporter 5% par an, on me demande de payer 63 euros. Ça fait 8% de rendement. La seule raison pour laquelle vous n'allez pas acheter cette compagnie, c'est si vous pensez que l'IA va nous tuer réellement, avec des éléments vérifiables. Parce que oui, le truc de Claude, là, le machin légal, machin truc, c'est un service de base. OK? C'est comme si on comparait Canva et Premiere Pro. Et tout ce qui est la suite Adobe ici. C'est pas la même chose. Ça s'adresse à une certaine type de personne, mais quand on veut être un professionnel, eh ben on utilise les outils des professionnels. C'est comme quand on investit dans le domaine du stock picking, quand on investit en bourse ici, qu'on est un particulier, quand on monte ici en compétences, ben on prend les outils qui nous permettent ici de monter, de pouvoir avoir des informations plus fiables. Au début, on va commencer avec des informations basiques. Je n'aimerais pas citer des sites ici, mais quand on arrive à un certain niveau, vous allez vous rendre compte que la partie quantitative, c'est la partie la moins importante. Donc, pourquoi est-ce que je prends un abonnement à tel ou tel outil, à tel ou tel agrégateur? Pourquoi? Pourtant, bref, il ne faut pas que je parle de ça parce que je me connais, je risque de divulguer certaines sources de manière générale. Et quand je parle de sources ici, je parle généralement ici du fait que les informations financières, en fait, c'est, comme je l'ai dit, sont enfin, pas les moins importantes. Les informations financières, c'est la partie la moins importante quand on fait du stock picking. Ce n'est pas ça qui vous aide à tenir en période difficile. Ce qui vous aide à tenir, c'est la compréhension du business model ainsi que de la dynamique concurrentielle en date d'aujourd'hui. OK? Par exemple, si je prends une entreprise comme AMR ou bien une entreprise comme, disons, Micron Technologies, là où beaucoup de personnes vont se ruer sur l'action parce qu'il paraît que le prix monte, les mémoires, machin, truc, je sais une chose, c'est un marché de commodité. C'est un peu comme le pétrole et le gaz. Et actuellement, on parle de plus en plus de quoi? Augmentation des volumes. Et quand on parle augmentation des capacités. Qui parle d'augmentation des capacités, ça aura un impact sur quoi? Le prix. Tôt ou tard, ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça va arriver. Donc, avoir ce type de modèle-là vous permet de faire le moins d'erreurs possible. OK? Bref, si vous ne me croyez pas, testez, allez-y. Donc, maintenant, au niveau ici je pense qu'on avait déjà mis notre target price ici. Comme je l'ai dit, je me suis à 120, 140 ici, moins 13. Donc 140, moins 13, ça me donne au total aux alentours des 127. Donc je vais aller dans ma watchlist, OK, et je mettrai 127 euros
ainsi que la date d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, toutes les informations nécessaires sont en description de la vidéo. Rejoignez la bibliothèque de Prompt avant qu'il ne soit trop tard. Je posterai également dans les semaines à venir tous les différents modules ici pour vous aider à mieux utiliser ces différents prompts. Je les mettrai en public, mais en fait, vous aurez tendance à les lire ici avant d'accéder aux différents prompts en question. De toute façon, si le prix est encore au même niveau. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. Donc, tout en description de la vidéo. Si vous avez des questions également, venez me les poser directement dans le groupe School. De toute façon, vous ne pouvez pas le faire sur YouTube. Et s'il vous plaît, uniquement des personnes qui sont sérieuses en matière de stock picking. Si vous cherchez des tips ou des choses comme ça, ce n'est pas l'endroit pour vous. Donc, pour moi, Walter Clover, en date d'aujourd'hui, reste une entreprise intéressante. Je dis bien, ça reste une entreprise intéressante au prix actuel. Et le prix pourrait même continuer à baisser parce que je ne sais pas jusqu'à combien ça pourra aller en termes de baisse. Mais en termes de hausse, on a une idée générale. OK? Et c'est tout ce qu'on doit savoir. Donc, on était à combien ici? J'avais mis target price 113 la dernière fois. Je mets mec 127. 27. Voilà. Et je mets quoi? La date d'aujourd'hui. Oh, on avait parlé de ça en février. Ah oui? Je ne me souviens pas avoir parlé de cette compagnie au mois de février. Mais ce n'est pas plus grave que ça. En tous les cas de figure, on se donne rendez-vous sur les prochaines capsules. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Merci. Au revoir.